La première Assemblée générale des professeurs de la nouvelle Université du Québec à Trois-Rivières se tient le 30 septembre 1969. Elle est coprésidée par Jean-Paul Massicotte, président de l'Association des enseignants du Centre d'études universitaires de la Mauricie du Centre du Québec, et par Paul Gagné, président du Syndicat des enseignants du Québec de l'École normale Maurice L. Duplessis de Trois-Rivières. Au début, les professeurs se regroupent sous le nom de l'Association des professeurs de l'UQTR avant de s'incorporer sous la loi des syndicats professionnels du Québec le 26 avril 1970. Elle s'accrédite à titre de représentante exclusive des professeurs le 7 février 1971. Une fois les aspects légaux complétés, il faut maintenant faire et bien faire le travail de représentation de ses membres. L'adhésion en 1974 et la désaffiliation 4 années plus tard des professeurs à la Fédération nationale des enseignants du Québec divisent les membres. Il fallut donc une bonne dose de courage, de dévouement et d'abnégation des officiers du comité exécutif qui suivirent pour entreprendre la reconstruction d'une organisation syndicale autonome, efficace, crédible, démocratique et représentative de ses membres. Au cours des 50 dernières années, 84 professeurs et professeurs s'investissent dans la direction du syndicat, incluant 16 femmes. Une vingtaine de ces élus ont occupé la présidence, dont une seule femme, Ginette Plessis-Bellaire, au département de sciences de l'éducation, qui a occupé ce poste de 2002 à 2005. L'engagement de ces professeurs dans la vie syndicale active est très variable. Elle va de quelques mois à quelques années et à plus de 2 décennies. J'entre au syndicat des professeurs en novembre 81 suite au fait que le vice-président responsable de la négociation, à ce moment-là, Bernard Saint-Pierre, me demande si je veux lui donner un coup de main pour faire une analyse comparative des budgets des universités McGill, Sherbrooke et Trois-Rivières. Ce qui est arrivé, c'est que le syndicat, à ce moment-là, était en négociation. Donc, à partir de janvier 82, le vice-président Saint-Pierre, qui était responsable de la négociation, préparait sa négociation avec l'université. Finalement, cette convention collective-là sera signée en 1984, je crois. Et comme tel, sans trop qu'il y ait d'entente précise sur ce sujet-là, je suis devenu un adjoint au négociateur. J'allais aux tables de négociation avec lui. En fait, un petit contrat qui devait durer de quelques semaines est devenu un contrat qui a duré de 82, 83, 84. En septembre 1984, une nouvelle équipe, sous la présidence du professeur Paul Langlois, prend la direction du syndicat. Plus critique sur la gestion syndicale des dernières années, elle affiche la ferme intention de réorganiser le SPUCTR et de le doter de ressources lui permettant de bien défendre les droits, les conditions de travail, la place et l'influence des professeurs dans la gestion universitaire. 5 des 7 postes du comité exécutif sont alors comblés par des nouveaux venus. Pour atteindre ces objectifs de réorganisation, le nouveau comité exécutif confirme d'abord l'embauche de la secrétaire Claire Godin, qui travaille à temps partiel au syndicat depuis 1977, et fait de même avec le professionnel de recherche, Alain Ledoux, étudiant en études québécoises à l'UQTR, qui, depuis quelques années, travaille avec les vice-présidents en relations de travail et à la négociation. À la fin de l'année 1987, le syndicat crée un nouveau poste de conseiller aux affaires universitaires et embauche Alain Gamelin, détenteur d'une maîtrise en études québécoises de l'UQTR. Une révision des statuts est effectuée pour créer de nouveaux comités permanents, relations de travail, affaires syndicales, affaires universitaires et services à la collectivité. Ils se sont lancés dans on va réorganiser le syndicat. C'est à ce moment-là que sont apparus dans les statuts et règlements les comités des relations de travail, comités des affaires universitaires, comités des services à la collectivité. Chacun de ces comités-là semblait répondre à des préoccupations que les professeurs avaient eues auparavant.
sur les griefs, par exemple, et sur qui les dépose, puis dans quel ordre. Le vice-président aux griefs de l'époque antérieure était directement responsable. Devait aller, je pense, au conseil syndical, où à ce moment-là, c'est un regroupement élargi. Toute la restructuration a consisté à dire, OK, la négociation et les griefs, ça va être le comité des relations de travail qui va s'occuper de ça. Le comité des relations de travail va être formé du vice-président aux relations de travail, du vice-président aux griefs et du président. Il faut voir aussi que la question de la vice-présidence aux affaires universitaires, c'est que les professeurs qui siégeaient à la commission des études étaient désignés à l'occasion de réunions là, convoquées par le syndicat, puis etc., mais étaient laissés un peu à eux-mêmes, le reste de l'année. Alors, ils disaient qu'ils arrivaient aux réunions de la commission des études, on leur déposait des documents sur place, ils se plaignaient de ne pas être prêts pour pouvoir réagir. Quelquefois, les documents qui étaient déposés sur place, comportaient des contradictions avec la convention collective, puis on leur disait, mais là, c'est curieux, vous avez adopté ça, mais finalement... Alors, ils se plaignaient d'être mal supportés là, dans cette démarche-là. Et donc, le comité des affaires universitaires était créé, lui, pour aider les professeurs qui siègent aux instances à se préparer aux réunions. Il y avait des réunions préparatoires à ces instances-là. Cette restructuration du syndicat façonnera le modèle perpétué par les équipes syndicales successives et que l'on connaît encore aujourd'hui. Claire Godin quitte pour la retraite en 1990. Lui succède Denise Asselin, qui demeure à l'emploi du syndicat jusqu'en 2007. Sandra Tifo est embauchée à titre de secrétaire et occupe maintenant le poste de professionnel, responsable de la comptabilité, de la gestion et des finances. Alain Ledoux laisse son poste en 2010 après 28 ans de service. Il aura négocié une dizaine de conventions collectives et fait le suivi de centaines de griefs dans le cadre de ses fonctions. C'est Diane Beauchemin, bachelier en relations de travail de l'Université de Montréal, qui est ensuite engagée pour assumer le suivi des dossiers reliés aux relations de travail et aux négociations des conventions collectives. Quelques années plus tard, en 2018, Alain Gamelin fait de même après 32 ans de service. Il est remplacé par François Landry, détenteur d'une maîtrise en histoire de l'Université de Sherbrooke et ancien attaché politique de l'Association générale des étudiants de l'UQTR au poste de conseiller aux affaires universitaires. Je dirais, le syndicat avait la structure qui, il me semble, a fonctionné puis qui a fait passer le syndicat des professeurs de Trois-Rivières comme étant un syndicat bien organisé, bien appuyé, qui compte sur des ressources permanentes et qui, au même coût que les autres syndicats, offrait finalement plus de services que ce à quoi on était habitué de s'attendre dans le contexte syndical. En plus de s'assurer les services d'employés compétents, le syndicat fait en sorte de pouvoir compter sur des procureurs connaissant bien le milieu universitaire et les conventions collectives des professeurs. En adhérant à la Fédération des associations des professeurs d'Université du Québec en 1981, le syndicat bénéficie de services de différents procureurs de la Fédération. Ce service très apprécié se poursuit avec la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, la FQPPU. La restructuration de la FQPPU en 2004 et 2005, à la suite de la désaffiliation des syndicats des professeurs de l'Université Laval et de l'Université de Montréal, l'oblige toutefois à mettre fin à son service optionnel des relations de travail et à remercier les avocats qui y œuvraient. Le SPUC-TR prend l'initiative de regrouper les syndicats de l'Université du Québec en Abitibi, de TELUC, de l'Institut national de recherche scientifique et de l'Université Bishop pour former le consortium des services juridiques afin d'engager Maître Richard McManus, ancien procureur de la FQPPU. Quelques années plus tard, Maître McManus embauche à titre d'adjoint Maître Gabriel Hébert-Tétrault, qui lui succédera au moment de prendre sa retraite en 2019. Peu de temps après, Maître Andréane Thibault rejoint le consortium.
La durée parle d'elle-même. Roger était là pendant 23 ans. Moi, j'ai été là pendant 18 ans. Je pense que ça rassurait les membres, professeurs, que ce soit des professeurs en comptabilité, donc qui possèdent de l'expertise, que ce soit dans le domaine budgétaire, les états financiers, le contrôle interne, donc tous ces éléments-là, les placements. Je pense que, évidemment, ça l'aidait au niveau de la crédibilité, du fait qu'on provenait des sciences comptables. Donc, on a été là quand même 41 ans sur les 50 ans, et même durant les autres années, il y avait des professeurs comme Jean-Paul Bellemare, Cléo Marchand, Robert Bergeron, qui ont occupé le poste de trésorier, puis ils provenaient également soit des sciences comptables ou des départements d'administration. Durant les premières années, les revenus de l'association sont d'à peine quelques milliers de dollars. Ils proviennent de revenus d'adhésion et de cotisations. Lors de la première assemblée générale de l'association, les 63 participants conviennent même de passer le chapeau afin de financer les premières dépenses. Ce sous-financement chronique amène, à la fin de l'année 1973, le professeur Pierre Sonnet, alors président, à décrire l'association comme un véritable syndicat de boutique, ne disposant pas des moyens financiers nécessaires pour bien faire son travail. C'est une des raisons qui explique peut-être le souhait d'une partie du corps professoral de s'affilier à l'une des grandes centrales syndicales québécoises. C'est la Fédération des enseignants du Québec, rattachée à la CSN, qui est sélectionnée le 12 décembre 1974, malgré la division des membres à ce sujet. Les revenus du syndicat font alors des bonds prodigieux, passant rapidement de moins de 7 000 $ en 1973 à plus de 100 000 $ en 1978. Toutefois, les 3/4 de ces nouveaux revenus servent à payer les nouvelles cotisations à la CSN et les frais de déplacement et de représentation à ces instances. Le syndicat quitte la CSN en septembre 1978 après la négociation de 2 conventions collectives et l'organisation d'une longue grève de 15 jours en avril 1975. La cotisation syndicale reste la principale source de revenus du syndicat jusqu'au milieu des années 1980. S'ajoutent alors les rendements réalisés par les placements du Fonds de défense professionnelle. La cotisation représente toutefois encore plus de 80 % de ces revenus. Après la réforme de 1984, marquée par l'embauche d'employés permanents, et jusqu'en 2004, environ le tiers des revenus de cotisation est consacré aux ressources humaines. Au tout début, donc mon prédécesseur, Roger Savoie, qui était là pendant 23 ans, alors lui, il est arrivé un petit peu après la période de désaffiliation avec la CSN. Alors quand il est arrivé, lui, il a géré pas mal tout seul le fonds pendant à peu près une période de 10 ans avec les courtiers qui étaient là à l'époque. Par la suite, l'Assemblée générale elle a décidé de former un comité de placement. Là, on était rendu en 1989. Alors, il y avait 3 membres, les 3 premiers membres du comité de placement à ce moment-là. Il y avait Claude Lénis, il y avait Pierre-André Julien, puis il y avait Ram Lachmanan. Alors, ce comité-là, s'est occupé vraiment au niveau des placements, tout ça. Il a changé de nom au fil du temps. Il est devenu le comité de fonds de réserve. Moi, j'ai commencé à m'impliquer à peu près aux alentours d'à peu près les années 2000, début des années 2000. En 2007, là, à ce moment-là, en 2007, on a changé le nom du comité parce que le fonds de réserve s'appelait maintenant le Fonds de défense professionnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de gestion du Fonds de défense professionnelle. Elle est arrivée à la fin de l'année 1991. Et puis ça, cette règle-là, tout simplement, ce qu'elle vient préciser, c'est le mandat, la composition du comité du Fonds de défense professionnelle. Ça vient donner aussi les responsabilités des courtiers et également déterminer les stratégies de placement. Ça, c'est très important.
Alors, la stratégie de placement du syndicat, ça a toujours été une stratégie de portefeuille équilibré. Donc, à peu près la moitié du portefeuille, des placements très sûrs, là, comme des certificats de dépôt, etc. Et une autre partie, l'autre portion, c'est plus une portion croissance, dans le fond, pour faire augmenter le portefeuille du syndicat. La constitution d'une réserve financière débute dès le lendemain de la désaffiliation à la CSN, et cela grâce à la décision de maintenir les taux de cotisation hérités de la CSN, recommandés par les équipes syndicales présidées par les professeurs Bernard Vermaux-Desroches, Marcel Lambert et Max Saint-Louis. Lorsque la réserve financière atteint 1 million en 1985, il fut décidé que les revenus de placement du fonds serviront au financement d'une partie du coût de fonctionnement du secrétariat et des projets spéciaux. La deuxième règle, c'est la règle numéro 8. Elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée à peu près en 2003. Alors, cette règle-là parle plutôt de l'utilisation des fonds. Évidemment, le syndicat ne peut pas utiliser son fonds de défense professionnelle pour n'importe quoi. En fait, ce que ça vient dire, c'est le minimum requis qu'on doit avoir dans le fonds pour l'utilisation de ces fonds-là. Alors, la première chose auquel on doit se conformer, et le comité veille à ça, c'est qu'il y ait un minimum de 30 jours ouvrables. Quand on parle de 30 jours ouvrables, c'est du lundi au vendredi. Pour 100% du salaire moyen net des professeurs serait payé. Donc, si on prend 30 jours, 5 jours par semaine, donc un minimum de 6 semaines où, en cas de conflit, les professeurs pourraient être dédommagés, dans le fond, à 100% de leur salaire net. Alors, au fil des ans, on a toujours considéré qu'un objectif à atteindre pour le fonds, c'était environ 10% de la masse salariale. Mais les professeurs, récemment, sont même allés plus loin. Ils disent que maintenant, l'objectif, ça devrait être plutôt d'avoir un fonds suffisant pour couvrir un conflit qui pourrait durer une session durant. Il y a eu des périodes de temps où il y a certains professeurs qui auraient peut-être préféré avoir une baisse du taux de cotisation syndicale. C'est pour ça que moi, lorsque je présentais le budget, souvent je venais rappeler l'importance, non seulement en cas de conflit, mais le fonds également était là pour stabiliser la cotisation syndicale, puis aussi financer l'infrastructure du syndicat. On a des employés permanents, tout ça. À d'autres moments, cependant, je pense par exemple à la grève de 2008 et au lockout en 2018, là, les professeurs ont vu l'importance d'avoir un bon fonds de défense professionnelle. Alors, ils ont accepté d'hausser la cotisation syndicale pour permettre aux prochaines générations de professeurs de profiter d'un fonds qui est quand même intéressant. Alors, un fonds intéressant, ça permet quoi? Ça permet une bonne police d'assurance pour les professeurs. Et pour l'employeur, bien, c'est une arme de dissuasion massive parce qu'ils savent très bien que si les négociations, ça ne va pas bien, bien, les professeurs ont quand même les reins assez solides pour pouvoir se permettre d'aller en grève, par exemple. Lors de l'Assemblée générale de septembre 2020, une orientation de gestion respectant l'environnement et socialement responsable du fonds a été votée. Le syndicat a été dès le début très actif dans les différentes instances nationales regroupant les professeurs d'universités québécoises. Il a toujours été perçu comme un syndicat combatif, persévérant et ayant les moyens de ses ambitions. La perception du syndicat des professeurs était très bonne. D'abord, au niveau de la Fédération. La Fédération a toujours bien considéré le syndicat des professeurs de l'UQTR. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, il y a eu plusieurs membres du comité exécutif de la Fédération qui provenaient du syndicat des professeurs. Je pense entre autres à Paul Langlois, Marc-André Gilbert, Ram Lachmanan, Jocelyne Gosselin. Et puis il y a moi qui détient le record de longévité au sein du comité exécutif de la Fédération. J'étais là 12 ans, de 2005 à 2017.
Et ça, c'est pendant pendant les 18 ans que j'ai été trésorier du syndicat. On peut dire que le SPUCTR était considéré un peu comme un modèle, bien organisé, avec 3 permanents, et qui s'occupait non seulement de ses fonctions traditionnelles des relations de travail, en le faisant très bien d'ailleurs, mais aussi était très impliqué au niveau des affaires universitaires. Grâce à la perspicacité des élus du comité exécutif et du conseil syndical, il a su, tout en offrant des services de qualité reliés aux relations de travail et aux négociations des conventions collectives, élargir l'offre des services à d'autres aspects de la vie universitaire en appuyant concrètement les représentants des professeurs aux différentes instances, en leur affectant conseillers afin de mieux accomplir cette lourde tâche. De plus, de l'embauche à la retraite, le syndicat accompagne ses membres de diverses façons, que ce soit lors de l'accueil, en répondant à leurs questions et en les accompagnant aux besoins, ou encore en organisant des activités variées. Alors, pendant que j'étais secrétaire trésorier à la Fédération, je m'occupais des formations aux syndicats membres. Une des formations, c'était justement les différents services que peut rendre un syndicat à ses membres. Alors, je commence à faire le tour des différents syndicats pour savoir lequel ou lesquels rendaient des meilleurs services, les services les plus étendus à leurs membres. Et à ma grande surprise, j'ai constaté que c'était le syndicat des professeurs de l'UQTR qui offrait une plus grande variété de services à ses membres. J'ai donc invité Alain Gamelin, qui était le professionnel au niveau des affaires universitaires à l'époque, de venir donner une conférence aux autres syndicats de la Fédération. J'ai assisté à cette conférence-là et les représentants des autres syndicats membres étaient impressionnés par le nombre et la qualité des services qui étaient offerts au SPUCTR. Les différentes équipes syndicales à la direction du syndicat ont toujours cherché pendant toutes ces années à construire un modèle d'organisation permettant aux professeurs d'occuper la place qui leur revient dans la gestion universitaire. La vigilance des professeurs et de leurs syndicats a permis de maintenir jusqu'à ce jour les principes de gestion participative et démocratique qui ont présidé à la création du réseau de l'Université du Québec. En se donnant des statuts et des règles de fonctionnement en symbiose avec les époques, en constituant et en maintenant un secrétariat syndical composé de ressources permanentes et surtout en se dotant de sources de revenus garantissant la pérennité de cette structure, le SPUCTR dispose encore aujourd'hui des outils nécessaires pour soutenir et accompagner ses membres.